Buenos días. La delegación Iniciativa Ciudadana, Alcances y Retos. Cedemos la palabra al moderador Bernardo Valle Monroy. Muchas gracias. Buen día a todas y todos. Pues damos inicio a la mesa de debate 3, Democracia Directa e Iniciativas Ciudadanas. Alcances a dar una breve semblanza del currículum de cada uno de ellos. Decirles que Dominique Olivier tiene más de 25 años de experiencia en gestión y comunicación y ha ocupado diferentes puestos de dirección en organismos sociales. Su carrera también está marcada por su trabajo de voluntariado con muchas organizaciones comunitarias. Es autora de varios textos y tesis sobre temas relacionados con la diversidad cultural, la participación cívica y la educación para adultos. Ha sido presidenta de la Oficina de Consulta Pública de Montreal desde el año de 2014. Anteriormente fue comisionada de la misma organización desde 2009. Su carrera profesional la llevó a ser activista en organizaciones interculturales y de educación de adultos. Tiene experiencia en ingeniería y una maestría en administración pública por el Colegio Nacional de Administración Pública de Francia. Pascal Cloeg es alcalde adjunto de Greenville, delegado por la democracia local, la economía local y Europa. También es consejero metropolitano y miembro de la Comisión Nacional de Debate Público. Pascal Cloeg es el encargado de establecer una verdadera democracia local destinada a capacitar a los ciudadanos para actuar. Ha aportado muchas experiencias de presupuestos participativos a referendos sobre iniciativas ciudadanas y jurados ciudadanos. Los mecanismos de democracia local de Greenville son citados como una de las experiencias más innovadoras de Francia. Por su parte, Bruno Kaufmann es corresponsal de Democracia Global de la cadena de televisión suiza. Durante décadas ha sido un activo defensor de la democracia directa moderna a nivel local y regional y ha publicado ampliamente sobre el tema, incluyendo el pasaporte europeo a la ciudadanía activa, disponible en 23 idiomas, y el pasaporte global sobre democracia directa moderna. Hasta 2017 fue miembro de un gobierno local en Suecia con responsabilidad ejecutiva para la democracia participativa, elecciones y referendos. Es miembro fundador y copresidente del Foro Global sobre Democracia Directa Moderna y director de Cooperación Internacional de la Swiss Democracy Foundation. Joe Matthews, por su parte, es también copresidente del Foro Global sobre Democracia Directa Moderna. Él espera, junto con Bruno Kaufmann, traer el foro a la Ciudad de México en octubre de 2021. Joe es editor y columnista de California en Zócalo Public Square, una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles, afiliada a la Universidad Estatal de Arizona. Joe fue reportero en LA Times, Wall Street Journal y Baltimore Sun y miembro principal de la New America Foundation. Es coautor de California Crack Up, How Reform Broke the Golden State and How We Can Fix It, y autor de The People's Machine, Arnold Schwarzenegger and the Rise of Blockbuster Democracy. Pues ese es el perfil de nuestros ponentes, y ahora quiero señalar que el tema que abordaremos en esta mesa tiene que ver con un tópico de suma importancia para las democracias modernas y que hace referencia a las democracias directas e iniciativas ciudadanas. ¿Cuáles son los alcances y retos de estos mecanismos? Por lo que quisiera que partiéramos de tres razonamientos que nos ayuden a reflexionar sobre estos mecanismos a lo largo del mundo. ¿Cuáles son los mecanismos de democracia directa? Los mecanismos de democracia directa son deseables y posibles para todos los países del mundo, es decir, países
que aún no consolidan sus procesos democráticos pueden tener instrumentos de democracia directa eficaces, y también quiénes son los actores, es decir, quiénes deben activar estos mecanismos y cuál es la naturaleza de estos instrumentos. Para contestar estas interrogantes, daríamos el uso de la voz a cada uno de nuestros participantes por 10 minutos en el siguiente orden. En primer lugar, le daríamos el uso de la voz a Dominique Olivier, después a Bruno Kaufmann, después a Pascal Crueg y finalmente Joe Matthews. Y adicionalmente quiero decirles que daríamos también el uso de la voz a Carlos Olvera. Él es uno de los promoventes y representante común de un plebiscito que se acaba de realizar el pasado 24 de noviembre en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, y nos va a platicar un poco de cómo se desarrolló este plebiscito. Pues sin más, le quiero ceder el uso de la voz a Dominique Olivier. Adelante, por favor. Alors bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité et merci beaucoup à tous les braves qui se sont levés tôt ce matin pour venir nous entendre. Alors c'est très intéressant qu'on ait mis notre initiative, le droit d'initiative qu'on a à Montréal parmi les mécanismes des démocraties directes, parce qu'en fait, à Montréal, on a deux mécanismes que les gens utilisent, c'est soit le référendum carrément, particulièrement sur des projets d'urbanisme, ou bien encore le droit d'initiative qui est inscrit dans la Charte montréalaise des droits et responsabilités des citoyens. Alors, laissez-moi d'abord vous présenter Montréal. Est-ce que les gens ici savent où est Montréal? Est-ce qu'il y en a qui sont venus à Montréal? À part vous trois. OK, alors je vous présente Montréal. On est ici en Amérique du Nord, donc au Canada. C'est la province où on parle français. À l'intérieur du Canada. Et Montréal est la deuxième plus grande ville au Canada. C'est la métropole du Québec, consultation dans les lois pour un certain nombre de cas, notamment tout ce qui a trait au plan d'urbanisme, mais aussi beaucoup de politiques publiques, ce qui est dans les équipements métropolitains, etc. Et depuis sa création en 2002, l'OCPM a mené près de 200 consultations. Donc, ça fait énormément de mandats chaque année. Pour nous, il y a des valeurs importantes, transparence, accessibilité, efficacité des processus, équité et respect des participants. On a vraiment fait de la participation sans exclusion un de nos mottos et on essaye de faire en sorte que nos processus soient aussi inclusifs que possible. Nos recommandations, alors nous, on fait les consultations, on passe ensuite à des rapports et nos recommandations nous permettent de départager, ce que j'aime dire, ce qui est souhaitable pour les citoyens, ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. Ce qu'on veut, on est une aide à la décision publique. Donc, on cherche à fournir des recommandations objectives qui sont éclairantes pour les élus qui auront à prendre des décisions. Mais surtout, on se place vraiment comme un tiers neutre. Ça veut dire qu'on est à l'abri des pressions externes, des lobbies. On entend vraiment tout le monde. Pour nous, ce qui est important, c'est de faire surgir, je dirais, toute la panoplie des opinions qui peuvent s'exprimer et on n'accorde pas forcément plus d'importance à l'une ou à l'autre selon le nombre. On aime souvent dire qu'une mauvaise idée dite 100 fois ne sera pas plus considérée qu'une bonne idée dite une seule fois. Donc, ça nous permet ainsi de vraiment prendre en compte le contexte et d'essayer de dire ce qui est le plus souhaitable. Et on dit, au fond, les citoyens ont raison. Ben, à ce moment-là, on va recommander aux élus de ne pas aller de l'avant avec les projets. Alors ça, c'est assez particulier. Et même eux n'ont rien à dire sur la nature du rapport qu'on produit. Par contre, je dirais, et ça c'est la faiblesse de notre intervention, c'est que ce sont des recommandations et on ne joue aucun rôle dans le suivi des projets. Donc, on peut dire aux gens de ne pas le faire, mais les élus pourraient décider de le faire quand même. Ce qui amène de façon intéressante ce qu'on appelle
le droit d'initiative. Je vous ai apporté 2 exemples. Je vais le présenter demain matin s'il y a des gens qui veulent en savoir plus. Mais on a inscrit à Montréal, on a fait une charte des droits et responsabilités des citoyens que je peux faire circuler. Il y en a une en anglais, une en français. Et on a ajouté à ça le droit d'initiative en consultation publique, donc le droit des citoyens de demander que se tienne un débat sur différents sujets. Vous pouvez les faire circuler. Depuis la création de ce droit-là, donc ça fait une dizaine d'années qu'il est en vigueur, on a eu différents sujets qui ont intéressé les gens. La première de toutes, c'était l'agriculture urbaine. Je vais vous en parler en détail tout à l'heure. On en a eu une aussi sur la réduction de la consommation d'énergie fossile avant la COP 21, où les citoyens ont dit, avant le sommet des maires, voilà ce que les citoyens montréalais sont prêts à faire pour réduire leur consommation. On en a présentement une assez importante en cours qui est sur le racisme et la discrimination systémique dans les compétences de la ville. Donc, je vous ai dit au début que c'était une ville très diversifiée et les gens commencent à dire pourquoi est-ce que notre administration ne nous représente pas, à la fois dans sa force de travail, mais dans ses choix culturels, dans ses choix d'aménagement, etc., etc. Je m'excuse, ça va un peu. On a eu d'autres consultations aussi qui ont eu trait soit à des politiques dans des quartiers ou bien à des choses beaucoup plus générales, comme par exemple, nous, on met toutes les publicités dans un sac qui est distribué de porte à porte une fois par semaine. Les gens ont remis ça en question. Ils ont demandé que se tienne une consultation là-dessus. On va bientôt débuter une consultation sur le gaspillage alimentaire. Donc, ça vous donne une idée. Alors, vous avez ici la carte de l'île et moi, je vais vous parler rapidement de 3 démarches qui sont issues de droit d'initiative. La première, c'est l'agriculture urbaine. Elle touchait l'ensemble du territoire, mais ici, on a des parties qui sont encore des terres cultivables. Donc, on était beaucoup sur les terres cultivables qui sont dans ce coin-là. La seconde, ça va être sur la circulation véhiculaire sur le Mont-Royal. Et la troisième, qui n'a pas encore eu lieu, c'est sur une politique de stationnement dans un arrondissement. Alors, l'agriculture urbaine, pour vous rappeler rapidement, c'était en 2012, il y a un groupe de citoyens, c'est la toute première qu'on a eue en 2012. Donc, le droit avait été accordé 5 ans auparavant. Ça a pris 5 ans pour qu'on le mette en vigueur et qu'on fasse la première consultation. Et ce que les gens voulaient savoir, c'était l'état des lieux de l'agriculture urbaine. Ils ramassent 29 000 signatures en quelques semaines et ils nous demandent de tenir la consultation pour pouvoir s'exprimer sur le sujet. Alors, ça, c'est des exemples de jardins collectifs, communautaires. Ils se sont posés des questions, qu'est-ce qu'on plante sur le domaine public? Est-ce qu'on est capable d'atteindre une certaine souveraineté alimentaire à Montréal? Donc, plein de sujets qui étaient vraiment nouveaux, qui étaient des débats d'initiés et qui, tout d'un coup, trouvaient leur place sur la place publique. Ce que ça nous a permis, c'est justement ça. Ça a été de forcer la conversation. Personne n'avait de réflexion sur l'agriculture urbaine et tout d'un coup, l'administration municipale a été obligée, par la consultation, de faire un espèce de panorama des initiatives, de se doter d'expertise, de se doter d'un plan d'action. Nous aussi, à l'OCPM, ça nous a posé des défis parce que pour la première fois, on avait beaucoup de gens qui demandaient quelque chose et c'était vraiment le début d'une ère nouvelle en participation publique. La question des automobiles sur le Mont-Royal, il y avait également, le point de départ, c'est un grand mécontentement parce qu'on décide de faire un projet pilote qui suspend, je vais aller vite, qui suspend la circulation sur cette voie qui traverse le Mont-Royal. Et on a des gens qui l'utilisent pour relier les deux parties de la ville, mais on a aussi des gens qui l'utilisent pour faire du vélo, qui l'utilisent pour être très actifs. Alors, la mort d'un cycliste a amené la précipitation d'un projet pilote qu'il faut dire qui était dans les cartons depuis 10 ans, mais les gens ont plutôt utilisé le droit d'initiative comme, je dirais, un référendum. On a un grand groupe, 40 000 personnes contre, 20 000 personnes pour, et tout d'un coup, ils s'affrontent
au sein de la consultation publique. Ce ne sera pas très long. J'ai un autre petit exemple. Le dernier exemple que je voulais vous donner, c'est celle d'une politique de stationnement. Il y a un maire qui, dans sa campagne électorale, promet que pour réduire l'utilisation de la voiture et pour augmenter les revenus de l'arrondissement, il va désormais tarifer toutes les places de stationnement. Les citoyens s'opposent à ce changement, font un droit d'initiative et forcent une consultation publique sur le sujet. Alors, ça devient un peu comme un droit de veto face à un projet. Donc, c'est une politique controversée, c'est des citoyens qui sont méfiants et c'est une façon pour la population de retarder l'implémentation du projet. Alors, ça fait 10 ans, il me reste une diapo. Ça fait 10 ans. Ce qu'on réalise, c'est qu'au fond, vous avez là 3 utilisations différentes du droit d'initiative. Une première qui est, au fond, pour amener un sujet sur l'espace public. Une seconde qui est plus comme un référendum. Et une troisième qui est en fait un droit de veto. Donc, il faut se poser la question, est-ce qu'un mandat démocratique peut être renversé par le droit d'initiative? Est-ce que ceux qu'on a élus peuvent décider de prendre... est-ce que ceux qu'on a élus peuvent être empêchés de mettre en œuvre leur programme avec ça? L'autre question aussi qui se pose, c'est quand on fait appel à un tiers neutre, comme l'OCPM, est-ce que ça crée un sentiment de perte de contrôle chez les initiateurs du processus? Parce que c'est des processus qui sont très lents. Il faut attendre qu'on ait les dossiers de l'administration, ensuite il faut qu'on consulte les gens, ensuite il faut qu'on revienne. Donc tout ça, ça peut avoir des impacts et c'est ce qu'il faut se poser comme question lorsqu'on décide d'utiliser un droit d'initiative. Merci. Agradecemos a Dominique Olivier su exposición y ahora daremos el uso de la voz a Bruno Kaufmann por 10 minutos. Thank you very much. I put my clock here. Yes, yes. Thank you very much. I'm Bruno Kaufmann. I'm very happy to be here with you on this mountain, which has the name Fuego Nuevo, a new fire, and I really feel that new fire is in for democracy. Sometimes we already think that democracy is something old and in crisis and on regress, but historically seen, of course, democracy is the new kid on the block. The idea of democracy is maybe old, but the reality of democracy is very young. Just 30 years ago, only 1/3 of the countries in the world could be called a democracy. Now it's 2/3. Just 30 years ago, about 1/3 of the people lived in a democracy. Now it's 2/3 of the population in the world. So we have seen a dramatic increase of democratic countries around the world. But having seen that, of course, also we are not just discussing if we have democracy, but how our democracies are working. It's not just by name, it's also by practice, by reality. And that's, in a way, the approach I'm into, because I'm, as a journalist for more than 30 years, followed a democratic development impact. But in the end, of course, this makes the system very weak and, in a way, very, very open to manipulations or to ideas from the few in the top. We have seen that in many cases where a government was elected and said, now we are introducing participatory budgeting, we make people involved in our decisions. And the next time when a new majority was elected, a new mayor was elected, this new mayor wasn't interested. So the whole system was thrown out. And this undermines, of course, the idea of democracy fundamentally, because it's an instrumental way of looking into it. It's good if it's under my control or under my party, but it's not good anymore if it's under another one. So what we need, of course, to create is a system which is independent if the left or the right is in government, if it's independent if the blue are voluntarily sharing with those who are not in power. I can just remind you about a few examples from my country of rights, because they could vote if they want to give the women the voting rights. It's the same way when you discuss about lowering voting age from 20 to 18 or to assembly rights. All these fundamentals of human rights need to be
enshrine, let the people to vote. They say, let's make an election, and we will have this election now on Thursday in 2 days, which will obviously create maybe a majority which can fulfill the process. But it's a good example how you should not use direct democracy, because it's like when you would have an election in this country here in Mexico for a president, and then people vote for a party or a president, and then the parliament or the president in charge says, thank you very much, it's a nice advice, but we are not following. We do something else. So you need to create tools of direct democracy which are really binding. The second important factor is that direct democracy is not a quick fix. It's not a shortcut to decision making. It's not going into the internet today to make decisions which have a big impact for tomorrow. It's about the process of dialogue, of conversations. When we have a citizen initiative in Switzerland, for instance, you need first to gather signatures. That takes time, maybe 1 or 2 years. And then there is a process of dialogue, of conversation between the citizen initiators and the parliament and the government to create a recommendation, information about this issue. And maybe after 3 or 4 years you have a vote. So it's a well-informed decision-making which takes a lot of time. And in most countries there is an impatience about making decisions. But the decisions, in order to be not just legal but also to be legitimate, needs time. And thirdly, I think it's very important to think that it's really good to learn from practice, learning from doing, maybe sometimes learning from failing or burning. That means it's good not to start with the biggest level, the most complex, the most dramatic level, but the local level. And the local level is the good place to make direct democracy work in order to understand that there is a confidence into the process. And from the local level, you can then continue into the regional and national level and even the transnational level. For instance, the European Union, we managed to introduce the first tool of direct democracy about 7 years ago, European Citizen Initiative, which is now improved, and from the January 1st we will have a stronger European Citizen Initiative. So I really wish here in Mexico to support, to assist and to discuss how can direct democracy become a very important feature of Mexican democracy and a shining example for the whole of the world. Thank you very much. Muchas gracias, Bruno. Ahora daríamos el uso de la voz a Pascal Cloer por 10 minutos. Adelante, por favor. Je vais essayer de répondre à votre question. La démocratie directe est-elle souhaitable? Est-elle possible? C'est la question que vous nous avez posée, et nos 2 intervenants précédents ont aussi posé des questions pertinentes. J'en ai noté 2. Un mandat à Montréal peut-il être renversé? Un mandat, donc la démocratie représentative, peut-elle être utilisée par la démocratie directe? C'est une excellente question. Et la question qui vient d'être posée par notre intervenant précédent, qui posait la question de savoir si on peut créer un système indépendant, s'il est souhaitable de créer un système indépendant. Quand on dit indépendant, c'est-à-dire en tension avec le système institutionnel classique dans chacun des pays. Autrement dit, il y a derrière ces questions-là une question de droit. La démocratie directe ne peut fonctionner qu'à partir du moment où le droit l'autorise à fonctionner. Et donc ça pose indirectement la question de qui fait le droit. Or le droit est réalisé la plupart du temps par la démocratie représentative. Le droit n'est pas réalisé par la démocratie directe. Autrement dit, je vais essayer de répondre à ces questions. La démocratie directe est-elle souhaitable? Est-elle possible? Elle est souhaitable sans doute parce qu'elle amène à de la co-responsabilité. À partir du moment où les citoyens décident directement d'une partie des politiques publiques, ils en deviennent de fait co-responsables. Il y a toujours évidemment le risque évoqué de la démocratie directe, du populisme.
c'est-à-dire du fait que les décisions qui peuvent être prises directement par le peuple relèvent ou pourraient relever de mécanismes populisme, intégrisme, fascisme, etc. Et il y a aussi un second risque qui est le risque du biais de consentement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où beaucoup de personnes disent dans le même sens, on considère que l'idée qu'ils avancent est une bonne idée. C'est ce que vous disiez, lorsque 100 personnes disent une mauvaise idée, est-elle meilleure qu'une personne qui pourrait dire une bonne idée? Donc, biais de consentement, la question du populisme et la question de la responsabilité qui sont du côté des questions qu'on peut se poser. Ensuite, est-elle possible? Alors, là, on vient directement sur la question du droit. Nous avons une expérience à Grenoble. À Grenoble, c'est une ville qui est la capitale des Alpes. C'est une ville au milieu des montagnes, dans les Alpes françaises. Nous avons mis en place beaucoup de dispositifs de démocratie directe. Nous avons, depuis ce mandat-là, une expérience importante. Nous avons mis en place un référendum d'initiative citoyenne. J'en dirai quelques mots sur la question du droit. Nous avons mis en place des chantiers ouverts au public. C'est des chantiers dans lesquels le public peut directement faire les choses. Donc la démocratie, ce n'est pas simplement la décision, c'est aussi faire un jeu dans un jardin public, faire de l'aménagement, faire et construire directement ce qui relève d'habitude d'une politique d'investissement de la ville. Nous avons mis en place des jurys citoyens, c'est un peu la même chose que ce que vous nous avez expliqué. C'est un mécanisme très connu de démocratie participative qui amène un débat en conseil municipal. Nous avons mis en place une question au maire, qui est une forme un peu altérée de démocratie participative, et nous avons mis en place bien sûr les budgets participatifs. Autrement dit, des initiatives qui visent à ce que le citoyen prenne directement la décision. Un référendum d'initiative citoyenne. Le dispositif que nous avons mis en place est le suivant. Lorsque 2000 personnes dans notre ville de Grenoble signent une pétition, la pétition passe en conseil municipal, elle est débattue, et le conseil municipal peut l'approuver, et donc la passer dans un circuit délibératif, peut la rejeter, et donc elle passe à votation citoyenne, un référendum, ou peut négocier avec le pétitionnaire. Nous avons mis en place ce dispositif, nous avons testé, nous avons expérimenté, nous avons eu des référendums, mais l'État français a porté plainte, a attaqué en justice la ville de Grenoble, parce que notre dispositif donnait trop de droits aux citoyens. Nous avons été attaqués sur 4 chefs d'accusation. La première, c'est que le dispositif était ouvert aux plus de 16 ans, ouvert aux citoyens de plus de 16 ans, était ouvert aux citoyens résidents étrangers. C'était le fait d'habiter la ville qui donnait le droit de participer. Et ensuite, le fait que 2000 personnes signent une pétition et que le sujet passe en conseil municipal, en France, les citoyens ne peuvent pas imposer au maire l'ordre du jour du conseil municipal. Et donc c'était impossible. Et la deuxième chose, c'est que si nous rejetions la pétition, à ce moment-là, elle passait dans un mécanisme de votation, de référendum. Et le référendum s'imposait au conseil municipal. Or, en France, il n'y a pas de mandat impératif. On ne peut pas obliger les élus à voter dans le sens qu'ils n'auraient pas voté, même si c'est poussé par un référendum. On voit bien donc là toute la limite que je posais au début de mon intervention, qui est la limite du droit. Il y a une tension bien sûr permanente et nécessaire entre la démocratie représentative, entre les élus, entre les mandats, et la démocratie directe. La démocratie, les citoyens qui vont décider directement. Et cette tension est souhaitable, cette tension est nécessaire. Mais cette tension est autorisée dans un régime démocratique digne de ce nom, sans heurts, sans violence, sans combat, sans guerre civile, à condition que le droit le permette. Et toute la question est là. Dans toutes les démocraties du monde, qu'en est-il de la question du droit? Alors je propose en conclusion deux réflexions. La première, c'est dans un mandat d'élu. Il faut toujours, me semble-t-il, et nous avons eu l'expérience, réfléchir entre ce que nous allons proposer au titre de la démocratie directe, un référendum d'initiative citoyenne par exemple, et le programme électoral. Parce que les citoyens pourront toujours vous dire « mais nous voulons aller dans cette direction ».
C'est là. Et nous allons mettre en place de la démocratie directe. Et d'autres citoyens, y compris votre équipe municipale, pourra vous dire « Mais nous avons décidé d'aller dans cette direction. Nous avons été élus pour ça. » Et donc, lorsqu'on fait des propositions validées par les citoyens, par la démocratie, par l'élection, en termes de démocratie directe, il faut toujours réfléchir à cette tension. Et la deuxième question, c'est qu'il faut, au niveau international, sans doute, dans nos réflexions, mais qui vont donner une direction, mais dans chacun des pays, en fonction du droit du pays, il faut essayer de négocier dans les parlements la possibilité d'expérimentation dans un premier temps sur la place réservée à la démocratie directe dans nos expérimentations. C'est indispensable, sinon on va parler, on va dire plein de choses intéressantes, on va faire plein de propositions sur ce que pourrait faire la démocratie directe. Tant que le droit ne vous donne pas cette possibilité, il y aura toujours quelqu'un qui pourra attaquer au tribunal telle ou telle décision, et il sera fondé de l'attaquer, puisque un des principes de la démocratie, c'est de respecter le faut résoudre. Je conclurai sur ces contradictions apparentes et sur la nécessité du débat par rapport à ces contradictions. Merci beaucoup. Differences of views. I see direct democracy. I'm a Californian who writes about California and thinks the world from a California lens. So forgive me, but our experience, I see democracy as direct democracy as sort of like dynamite. I'll tell you a story. When I was writing my book about Governor Schwarzenegger, I tried to deal with some significant political, structural, and budget problems in the state. And this gentleman sat in an office in the city of Sacramento, and this was still in the last decade, so not all the money came in over the internet. And he was the initiative process, the proposal of a statute or an amendment, an awful lot, both at the state level and at the level of our local governments. We have almost 500 cities, 58 counties, and thousands of other local government districts that can use direct democracy. So this is a big part of our system. But the system is almost always governed, either used top-down by election officials themselves or by powerful and rich interests of left and right and many rich individuals. In the last cycle, more than 2/3 of the individual donations to statewide initiatives in California, the actual donations, each donation being one, were in amounts of $1 million or more. That is not, I would submit, a citizen-driven process. So that's one thing to avoid. You want a citizen-driven process. The structure of our process is also not driven by citizens. To qualify your measure, you don't convince anyone of its validity. You have to pay several $1 million, or at the local level, usually several $100,000 to paid signature gatherers to go out and get enough signatures to qualify your measure. That's another issue. The other issue, and we're unique in this, is that a healthy process should be integrated with other institutions. When you vote on these things, it should be at a calendar and in ways that fit under existing laws, existing budgets, human rights. We have none of those restrictions in California. Our direct democracy is a law unto itself. If you pass a law by a ballot initiative in California, that law is with you forever. It can't be changed or altered by the legislative body unless there's another vote of the people. The sort of most comical example of this is that California established a board and regulation for chiropractors, back doctors, in 1922. Every time they've wanted to change the regulation, and that's 13 times since, there's had to be another vote of the entire electorate of California to do it. More problematically, we've locked in through ballot initiatives great inflexibility in our basic systems of tax and budgeting, and particularly how we are able to spend money for the most important things that a state in the United States does: education, medication, health, and incarceration. That's what states do in the U.S. And that means we've locked into the point where most of our tax rates were locked in and can't be changed, and that was done. I mean, I'm a middle-aged person, owns a home in greater Los Angeles and has 3 small children, and yet the tax rates that govern how we raise money were set when I was 4 years old
by the voters of California. The school funding formulas for the schools my children attend, the public schools my children attend, were set in 1988 when I was a freshman in high school. So there's the sense in our system of being governed by ghosts. You want to do the opposite of that. You want to have systems that are better integrated, of the style we see in Switzerland, Germany, Uruguay, the novel system in Taiwan, and many other places. Ultimately, we want a citizens-based system that has deliberation and infrastructure and support around it. We have very little of that. I look at the participatory budgeting process with great envy, because that process, for whatever its flaws, involves a process of real deliberation by citizens to create a solution. I've attempted and worked with attempts to bring such processes to California at the local and state level. We even tried one process, because it's California, we called it the Jedi Council, like the group in the Star Wars, to try to create a body where instead of just spending money to get on the ballot, any person could come, get help with the drafting, turning their idea into a proposed law. And then if they could convince this body of their idea's merit, not their money, not their bank account, but their merit, it could be put on the ballot after some sort of deliberation, hearings and such. That has gone nowhere. In fact, the notion of deciding what goes on the ballot based on the merit of the idea was dismissed literally as a radical revolution. So we're in the wrong spot. Let me close. I want to make two observations. I guess I've already made one. I do think there's great potential for direct democracy to gain because of the need for supportive infrastructure to help people develop their ideas and raise their ideas. That's essential to this working the way it's to be for any notion of sort of equality, for the representation of underrepresented groups. We need a sort of deliberative process. And I think participatory budgeting has a lot to tell us about that process. And then finally, I want to make one larger suggestion in the realm of maybe fantasy, but still. You know, as local communities confront a world where they often have less and less control, where decisions are made by national governments who may not have their best interests at heart, that's something that we Californians are now experiencing daily as our national government and our president make essentially war on us and attack us for our values, for our supporting of health care for all, for our supporting of the rights of the migrants who are our neighbors, for our supporting of efforts to really combat and answer the challenge of climate change. These are all things Californians believe in and that we are being attacked for our government, or for our support of elections where everyone gets to vote. Those things are unpopular now in the halls of power of Washington, D.C. So I'm very sensitive to the idea that we need a counter to these powerful national governments, to powerful international organizations. And at some level, I think what we need to do in democracy, and I think direct democracy is part of the solution to getting us there, is to be both more local and more international at the same time. I can imagine as we develop systems not just of direct democracy, but of deliberative democracy at the local level, and if they're done in an accessible way, we have the capacity to create world votes conducted at the local level that create verdicts and policies that transcend borders, across localities within a country and across national borders, that can challenge and have a real voice and a real impact in the society. We see advocacy across these levels, we're talking about collaborations on all sorts of subjects, particularly most urgently around climate. But I do think the ability of putting together local votes in multiple places at relatively the same time on the same ideas is a powerful idea. It's part of why Bruno has been deeply involved in starting an International League of Democracy cities to try to begin that sort of collaboration. But I think it can go down to the local community. By developing democracy, a more direct and deliberative democracy at the local level, and doing it in all the ways that California does not, there's a great potential for an enormous global impact. And let me stop there. Muchas gracias, Joe. Finalmente, le daríamos el uso de la voz a Carlos, experiencia de Chihuahua. Gracias. Buenos días a todas. Mi nombre es Carlos Olvera.
no soy ningún experto, más bien soy una persona común del norte de este país, Chihuahua. Y vengo a contarles con mucho orgullo y mucho amor cómo fue que las personas comunes del norte de este país, como muchas personas ustedes sabrán, pues sufrimos de varios problemas en todo el estado. Uno de los grandes problemas son los feminicidios. Otro de los grandes problemas es la explotación a los pueblos indígenas y a los de la sierra de Chihuahua, y eso sucede en todo el país. Entonces, es por esto que Chihuahua tiene una larga tradición y muy buena tradición de una sociedad civil organizada, pero son muy poquitas las personas que estaban realmente incidiendo en lo que pasaba en nuestro estado y en nuestra ciudad, aparte de claro, los poderes de todos los días, ¿no? Entonces, después de 15 años, en el 2017, Chihuahua era una de las únicas entidades de 32 estados que tenemos que no tenían una ley de participación ciudadana. Es decir, en la mayoría del país ya teníamos leyes que permitían a las personas comunes tomar decisiones. Y llevábamos 15 años luchando por una ley buena, pero no había la posibilidad de que los gobernantes, pues obviamente no querían ceder el poder. Hasta que hubo cambio de poderes, hubo cambio de gobernador, hubo la posibilidad de que una ley de avanzada, una bastante buena ley, entrara al Congreso. Y esta ley, ¿qué nos ofrecía? Nos permitía llevar a cabo plebiscito, referéndum, revocación de mandato, presupuestos participativos, cabildo abierto y otras figuras muy buenas con las cuales podríamos dejar de solamente tener que decidir entre el monito A y el monito B o el C, ¿no? Ahora donde podríamos realmente tomar acción. Pero ¿qué pasa? Una vez que entra la ley a trabajarse dentro del Congreso, pues le empiezan a cortar sus extremidades, ¿no? La empiezan a dejar sin posibilidades de acción real. Entonces, ¿qué pasó? Es ahí cuando Wikipolítica, que es el colectivo al que yo pertenezco, entramos junto con otros colectivos y otras organizaciones que llevaban ya todos estos 15 años peleando porque la participación ciudadana se hiciera real, pues a defender esta ley que era nuestra, ¿no? Que era de las personas. Y pues a punta de sacar el celular y hacer live streams y enseñarle a las personas cómo los diputados y diputadas pues no representaban nada y que solamente estaban buscando pues sus propios intereses, nos estaban dejando con una ley, con una simulación. Y pues bueno, después de muchos trancazos y después de muchas broncas, un año después terminamos con una publicación de la ley, de una bastante buena ley que puedo jactar de que es de las mejores leyes del país, que esto no significa que sea una muy buena ley, solamente es lo suficientemente decente como para poder participar. ¿Y qué pasó? Bueno, creíamos que después de esto todo iba a ser mejor, ¿no? Ya todo iba a ser feliz porque todo el mundo iba a tener una voz. Y pues no es cierto. No es cierto porque los mismos gobiernos no se han dado cuenta de que las cosas ya están cambiando, de que o toman a las personas en cuenta o se van, porque ya no nos vamos a dejar. Entonces, ¿qué pasa? Esto termina en 2018, en verano de 2018, hace un poco más de un año que se publica la ley. 6 meses después, empezando 2019, en Chihuahua, en la ciudad, nos enteramos de que en el Cerro Grande, que es uno de los 3 cerros más significativos del estado, que incluso está en nuestra bandera y en nuestro escudo, que es un lugar, pues digamos, es un lugar sagrado para muchas culturas y al mismo tiempo es una reserva ecológica y es un símbolo cultural. Un día despertamos y nos dicen, vamos a construir una gasolinera ahí. Y dices, pues, ¿cómo? Pues no se puede. Total, nos dimos cuenta que era una farsa. ¿Qué hicimos? Estrenamos la ley de participación ciudadana. Juntamos firmas y pedimos una audiencia pública. ¿Qué es esto? Que la presidenta municipal junto con su equipo se sentara a darle la cara por primera vez a las personas mientras nosotros de este lado les cuestionábamos qué es lo que estaban haciendo, cuando con papeles les demostramos que su acto era un acto corrupto, ¿no? Era un acto de corrupción. Y solo con ese acto de visibilizar lo que estaban haciendo, detuvieron la construcción de la gasolinera. Entonces esa fue la primera victoria, digamos, de la participación ciudadana, de la ley. 4 meses después, en abril, igual, despertamos y nos damos cuenta que el gobierno municipal quería cambiar todas las luces de la ciudad
cuando más del 90% funcionaba bien. Esto por un precio de 6,200 millones, lo iban a privatizar por 15 años. Y dices, ¿por qué quieres hacer eso? Pues no sé, tal vez porque la presidenta municipal podría o querría ser gobernadora, no lo sé. Pero de lo que nos dimos cuenta era de que no querían luz, querían dinero. En menos de 10 días, todo el cabildo, regidores y regidoras dijeron, Simón, yo voto, yo estoy a favor porque este proyecto suena muy bien. Cuando ese proyecto ni siquiera llegaba a proyecto, era lo que llamábamos una lista de ferretería, básicamente ponían qué iban a comprar, no sabían ni cuánto iba a costar, no sabían nada, era una farsa, una farsa. Entonces decíamos que solo había dos tipos de personas, quienes conocían el proyecto y quienes no. Quienes conocían el proyecto estaban en contra, a menos de que tuvieras algún tipo de interés. Pero bueno, no pudimos hacer nada, el proyecto se aprobó y ya pues digamos que dijimos, pues ¿ahora qué hacemos? Pues fíjate que tenemos una ley que se llama Ley de Participación Ciudadana y tenemos la posibilidad de llamar a un plebiscito. ¿Qué es un plebiscito? Una consulta ciudadana donde le podríamos preguntar a las personas si querían o no que nos transearan. O sea, si queríamos o no que llevaran a cabo ese proyecto. ¿Qué hicimos? Nos dieron 90 días para juntar alrededor de 3,500 firmas y para o empreiteiro abandonar a obra, supostamente porque se pensa que quando a ponte for feita, o governo municipal, que é da oposição, sai a ganhar. E isto não interessa muito o governo à direita, que o governo à esquerda ganhe com isto. O que é que se faz em situações como estas, na vossa experiência? Como é que é possível incluir os cidadãos na governação participativa, numa situação em que o próprio governo central não admite que hajam ganhos na cidade, só porque supostamente este governo é da oposição? É exatamente essa experiência. Quero ouvir do vosso lado como é que isso se pode fazer. Muito obrigado. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Sí. Hola, muy buenos días. Soy parte del equipo promovente de Chihuahua Decide. Me gustaría que nos compartieran ustedes como países de avanzada en la democracia participativa, ¿cuáles herramientas tenemos que ir afinando nosotros como Chihuahua, como norte? Vemos que hay una reglamentación por parte del municipio donde coarta esta democracia participativa. ¿Qué mecanismos necesitamos ir afinando para transparentar estos procesos, para hacerlos menos costosos, ya que nuestro presupuesto siempre es muy escaso y más para la democracia participativa? ¿Cuál es la experiencia de ustedes que nos pudieran compartir en facilitar estos plebiscitos, estas audiencias públicas, donde la economía realmente no la necesitamos, no la requerimos un presupuesto grande, necesitamos una plaza pública, necesitamos bajar a estos gobernantes a piso? ¿Qué nos pudieran compartir ustedes de mecanismos de democracia participativa real? Gracias. Yo solamente quiero hacer una afirmación y a lo mejor es un cuestionamiento para… decimos que la democracia ya es un derecho en sí mismo, tiene su historia y tenemos ahora que reglamentar sobre la democracia para que todos los ciudadanos tengamos la oportunidad de decidir lo que ya deberíamos decidir, ¿no? Entonces me parece que este asunto es como muy complejo vivirlo tanto en los países que ustedes representan y que nosotros lo estamos viviendo, ¿no? La segunda cuestión es de repente vemos una legislación de participación ciudadana como la de Chihuahua, que es una de las más avanzadas en México, por ahí le sigue la de Oaxaca, Chiapas, por ahí, por esos rumbos. ¿Y qué pasaría si esa ley se hace rígida y entonces se sostiene y los ciudadanos empiezan a intervenir en esos procesos y logran avanzar en este ejercicio, ¿no? Número uno. Y en el caso de la flexibilidad, ¿qué pasaría si se flexibiliza de tal manera que entonces termina siendo un arma de dos filos, porque lo que hace es seguir haciendo un gobierno de control que sigue decidiendo de arriba hacia abajo
y no en colectivo, ¿no? No sigue siendo en colectivo. Y lo que más me favorece de todo lo que hemos dicho es que si todos somos responsables, todos vamos a cuidar. Y eso creo que cuesta mucho entenderlo. En los gobiernos, particularmente por las historias tradicionales de verticalidad, de gobiernos verticales, cuesta demasiado comprender que el mundo es de todos, que no es particularizado, y entonces este miedo de perder el poder, que bien decía alguno de los ponentes, cuesta demasiado, ¿no? ¿Cómo asumir que los mecanismos de participación ciudadana, al final, si son bien utilizados, son un poder para todos y además mejoran las condiciones de vida de la comunidad? Muchas gracias. Pasaríamos a darle el uso de la voz a cada uno de nuestros panelistas en el orden en que fueron hablando, hasta por 3 minutos, para contestar cada uno de los cuestionamientos que se presentaron. Entonces tendría el uso de la voz Dominique Olivier. OK, merci. Ben, je répondrai peut-être à 2 questions. Je n'ai pas eu le temps de faire toute la présentation de notre organisation, l'Office de consultation publique, mais je dirais que c'est peut-être ça l'avantage d'avoir un tiers neutre qui intervient dans le débat. Par rapport à votre question, nous ne sommes ni d'un côté ni de l'autre, nous ne sommes ni des employés de la ville ni des élus, donc on n'est pas partie prenante au débat. Notre travail, il est double. Dans un premier temps, c'est d'entendre les citoyens, donc de susciter leur participation. Et ça, on l'a fait. On est allé dans des banques alimentaires, on est allé dans des garderies, on est allé dans des parcs. On a développé une panoplie d'outils pour faire en sorte que la participation soit moins intimidante pour les gens. D'ailleurs, l'atelier d'après va présenter certains outils qu'on a mis en place, les jeux de rôle, entre autres, dans les cas de grandes controverses. Donc, on peut faire tout ça. Donc, ça, c'est le premier rôle qui nous permet vraiment de faire émerger l'ensemble des opinions ou la diversité des opinions. Et dans un deuxième temps, d'être une aide à la décision publique, donc d'utiliser le savoir de chacun de nos commissaires qui vont produire le rapport pour justement éviter le phénomène du not in my backyard. Donc, qui à la fois peut regarder le bien commun et peut aussi regarder les façons de faire de chacun. Je ne me souviens pas de toutes les questions, je ne l'ai pas noté, mais je pense que la démocratie, c'est sûr que si on veut mettre en place des processus de démocratie participative, il faut avoir un minimum de moyens. On peut s'appuyer, j'aurais tendance à dire, nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est itérer ce que d'autres personnes ont commencé à participer. Donc, l'exemple des jeux de rôle tout à l'heure, c'est des choses qu'on a vues en France et on s'est dit, tiens, c'est intéressant, est-ce qu'on pourrait faire la même chose chez nous? Et on fait un tour de roue d'imagination, d'adaptation à notre contexte et on est capable ensuite de le faire. On a aussi fait ce qu'on appelait les activités contributives citoyennes, donc on a dans vos différents milieux. Et ça nous a permis de passer d'une participation qui se comptait en dizaines de mémoires écrits à des participations qui se comptent par dizaines de milliers de personnes qui participent à l'heure actuelle. La consultation Mont-Royal a 15 000 participants, entre autres. Donc, on peut compter vraiment par milliers de participants maintenant plutôt que par dizaines ou par centaines. Donc, c'est une façon de démocratiser, varier les façons de consulter, aller dans les milieux de vie, outiller les gens, s'inspirer de l'éducation populaire pour justement outiller les gens à exercer leurs droits démocratiques. Okay, thank you very much. They are very important questions, open questions, which we obviously not can answer all. But as I said in the beginning, the democracy as a practice is still the new kid on the block. Much of our political systems, government systems, our minds, our mentalities are still in pre-democratic times, where we thought that there is a few people who are, for some reason, in charge, make decisions for us. This paternalistic cultural mentality has really come into our democratic systems very much. So we have today this kind of strange discussion about, on one side, representative democracy, on the other side, direct democracy. I say to you,
direct democracy makes representative democracy more representative. But we cannot limit representative democracy to representative government or indirect democracy. That would be really giving in to the old types of elective, you can say, dictatorship, which we see still in many countries, that the pyramid of decision making is that the few are making the most important decisions and the many are only observers, and we have to reverse that. And we have to say that democracy is a human right, it's a universal human right. Even direct democracy, in Article 21.1 of the Universal Declaration of Human Rights, written down in 1948, it said that everybody has the right to be part of the government of its country, indirectly or directly. So it's not that we are not agreeing fundamentally on that, but in practice we don't do that yet. And we have to struggle, we have to fight. But in many cases, people are very defensive. They are reactions, they are protests they can use. They cannot step by step develop democracy, and that we need to do. We need to see which rights do we have, how can we use them in a smart way to make democracy a little bit more democratic. Because in the end, what is the main purpose of having a more democratic society is that the winners of a decision are as happy as they can be. I have, as I said, I have participated in more than 1,000 elections, referendums. I lost most of them. I'm still happy. Thank you. Je vais répondre à 3 questions. La question de l'inclusion, la question nous avons été insuffisamment ou mal représentés par nos représentants. Nos représentants ne nous ont pas représentés. Hein, vous l'avez dit, on vote rarement pour et on vote très rarement pour l'ensemble des dispositifs. Donc, par définition, nous ne sommes jamais complètement représentés. Pour être inclus dans les décisions qui vont être prises, il faut justement que la démocratie directe donne le pouvoir de décision et pas simplement le pouvoir de participation, première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut multiplier les dispositifs de démocratie directe, les diversifier, faire qu'ils soient très différents, les budgets participatifs, les questions des jurys citoyens, les questions diverses et variées. Il y a 1000 dispositifs possibles. Il faut mettre en place 1000 dispositifs pour que chacun puisse s'y retrouver à sa mesure. Diversifier au maximum, c'est une des solutions. Pour regarder ce qui se passe en Suisse. En Suisse, il y a beaucoup de référendums, mais très peu de personnes votent au référendum. Mais vu qu'il y a beaucoup de référendums, il y a beaucoup de participation. Donc la diversification est une solution. Sur la question des outils, quels outils à mettre en place? Je viens d'y répondre partiellement, diversifier les outils. Mais la question centrale, ce n'est pas la question des outils, c'est la question de la loi. Est-ce que la loi autorise ou non? C'est vraiment la question centrale. Autrement dit, il faut se retourner vers les acteurs qui font la loi. En démocratie, en France, c'est une un très vieux pays de tradition démocratique. Et la démocratie permet de faire évoluer la démocratie de manière pacifique. Et donc il faut aller voir ceux qui font la loi pour modifier la loi, pour donner plus de pouvoir d'agir à la démocratie directe, et donc transformer progressivement l'opinion publique, influencer là où les choses se passent, et les choses se passent essentiellement en droit. C'est ça qui est fondamental, qu'il est fondamental de comprendre. Et ensuite, une fois que le droit permet la diversification, l'expérimentation, on peut effectivement mettre en place des outils, on peut mettre en place tout un tas de choses absolument fantastiques qui permettent de faire évoluer les choses, qui permettent d'inclure, qui permettent d'être mieux représentés, d'être plus souvent représentés, parce que chaque système, démocratie directe ou démocratie représentative, a ses avantages et ses inconvénients. Il n'y a pas de pierre philosophale en démocratie. I'll be very brief. I want to answer your question first about flexibility. You see a lot of our systems, even when you bring in participatory democracy, direct democracy, it's limited, and the government, the elected officials or what have you, the government wants to always have the final word. California exists on the other side of the realm,
where the people are obsessed with having the final word, and they do, and that's no picnic either, I will tell you. The real reality and the fundamental principle to guide you is that democracy is a system, if done properly, where no one has the final word. It is a conversation that never ends. It is a back and forth. And the systems, and if you're going to have a truly integrated system of direct and participatory deliberative democracy with representative, which the goal, you want that you have to have that kind of vibe. Another principle, and I want to answer two of your three questions of the first questioner, is about losers and creating space idea to change a law and policy, get support in framing that idea in a way that it can then be considered by the public and their representatives. I mean, you see that. I mean, with Madrid Decide and Montevideo Decide, which I'm more familiar with, or maybe Chihuahua Decide, the ability, you're seeing that in some, particularly in the online environment with younger people doing that. But there are very old ways of doing this. But having that principle, I mean, and it really is, it goes to the second principle, the democracy is a conversation that never ends, but democracies are best judged by the losers. That's a very difficult, I say that in the United States and people laugh at me because, you know, we're this culture obsessed with winning, and if you want to know what the obsession with keeping up the appearance of being a winner and the kind of rank dishonesty and bigotry that, you know, that leads to, you know, just look at Donald Trump. But you need something that's judged by the losers, that the losers always have a way to counter, to offer a new idea, that if Bruno says it's the happy loser, you know, that feels the verdict, that they have another chance. You know, if you have that conversation that never ends, if you're judging your democracy by how it treats the people who lost the election or lost the debate, and gives them an opening to feel I'm still invested in this whole system and process, then you've got good processes. And it would be great to have that standard, though, globally for that kind of container, that idea space or what have you, where you could go, and maybe it's the space for the losers should be winners. But that's something that people who are, like the people in this room, acting and engaged deeply locally, but are talking to others globally, maybe there's a standard for creating that, you know, we've done this in other realms of local governance. Local governments all over the world, you know, often have police departments and libraries and parks. I mean, maybe that kind of space is another part of the local standard we need to invent. Para responder la pregunta de usted, en cuanto al tema de que si el gobierno que está en poder piensa que todos estos temas de democracia participativa son del otro partido, nos pasó justamente eso. Nosotros somos personas comunes que pertenecemos a colectivos que no pertenecen a ningún partido y que empezaron a decir, es que son de Morena. Nosotros en Chihuahua tenemos el gobierno del PAN, que es un gobierno de derecha, y su enemigo natural es Morena, y empezaron a decir, es que son de Morena. Y de nuestra parte no podíamos controlar eso, lo único que podíamos hacer era reducir la especulación y mantener toda la pedagogía y todos los mensajes que usábamos, repitiendo, somos personas comunes y no tiene que ver el partido. Y eso, que las mismas personas lo empezaran a entender para dejar de pensar, o más bien ir más allá de la dinámica A, partido B. Las personas primero tenemos que creer que podemos hacer política fuera de los partidos para que puedan existir estos mecanismos donde pues se vea que no todo es interés partidario. Y segundo, si no pueden lograr esas figuras que estén en la ley, yo sugeriría que las podrían implementar ustedes desde su trinchera, desde su casa, juntando las firmas, porque fue así como se lograron que obtuviéramos estas leyes. Las tuvimos que arrancar, no nos las cedieron, y casi todos los derechos que hemos conseguido ha sido a base de presión social y visibilizar que en su mayoría, por lo menos en Chihuahua, no representan, porque no estamos discutiendo entre una opción buena y otra opción, y a partir de ahí, o sea, pues todo lo demás no se puede poner a consulta. O sea, eso no se puede consultar, sí, no. Entonces, eso tendríamos que tener como ese piso mínimo del cual no podemos cruzar esa línea, porque si no estaríamos como con Trump. Y sí, entonces creo que a partir de ahí y seguir como pedagogía y hablando, porque muchos barrios ya están organizados. La cosa es decir...